Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Ce qui concentre l'actualité nationale, clôture de la session des lois ce lundi à l'Assemblée, l'occasion pour les parlementaires de débattre du code pénal et du code de procédure pénale, un projet de loi du ministère de la Justice, les détails dans ce journal. Et puis en image, un village peu connu, mais où les villageois sont réputés généreux. On l'appelle Ariana Silimbing. Pourquoi? Notre équipe est sur place. Explication dans un instant. Nous irons dans des salons de coiffure. Fini la pause à quelques jours de la fête de Ramadan. Les coiffures sont débordées. Même un lundi, jour de repos habituel. Aujourd'hui, la ville reprend dans les centres de beauté. Bonsoir à tous, merci de choisir la télévision nationale. Je vous l'annonçais en titre, le code pénal et le code de procédure pénale a été soumis aux députés pour examen ce matin. C'est un projet du ministère de la Justice en pleine mutation. Compte rendu, Robert Siditonno. Il s'agit de deux projets de loi examinés et votés à la faveur de cette plénière. La loi relative au code pénal vient renforcer des obligations qui incombent aux juges, particulièrement l'exigence de motivation pour justifier pourquoi ils infligent telle ou telle peine. Elle traduit aussi un souci d'amélioration du niveau et des moyens de défense des droits des citoyens. Un certain nombre d'innovations. Les cours d'assises ont été supprimés et remplacés par les tribunaux de première instance à compétence criminelle. Ça veut dire que quand un dossier criminel est soumis à un juge d'instruction, après son instruction, il renvoie directement devant la juridiction de jugement qui est le tribunal de première instance. Ça veut aussi dire que la chambre d'accusation est supprimée, elle est remplacée par la chambre de contrôle de l'instruction. Ça va nous simplifier les procédures, ça va régler beaucoup de lenteur dans la justice pénale dans notre pays. La seconde loi votée par la majorité des députés présents est relative au code de procédure pénale. Ce projet présente de nombreuses innovations. Entre autres innovations, la mise en conformité de la législation pénale, l'internalisation des traités de convention auxquels la Guinée a ratifié, mais aussi la correction des erreurs matérielles et des anomalies que la pratique prétorienne de 2 décennies a révélées dans le code. L'adoption de ces codes était extrêmement importante. Vous savez, ce pays a vécu des événements très douloureux pendant de nombreuses années. Il y a eu d'extrêmes violations des droits de l'homme dans ce pays. Et aujourd'hui, lorsque l'on peut dire qu'il y a un moratoire de droit qui est fait au niveau de la peine de mort, nous ne pouvons que nous satisfaire. Nous espérons réellement que maintenant, ça appartiendra aux juges, aux magistrats bien formés de présider ces tribunaux. Ces deux lois votées viennent s'ajouter aux nombreuses lois examinées et votées au compte de cette session de loi 2016 qui ferme ses portes ce lundi 14 juillet 2016. Au cours de la clôture de cette session des lois, un projet de loi a marqué les esprits pour sa pertinence. C'est celui portant sur la promotion de la citoyenneté en Guinée. Il a été voté à l'unanimité et par acclamation. Je reçois justement en plateau M. Khalifa Gassama Diaby. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Je précise que vous êtes ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale. Vous avez présenté votre projet de loi ce samedi à l'Assemblée nationale. Votre projet a été adopté par acclamation, on le disait tout à l'heure. À votre avis, qu'est-ce qui a pesé le plus? Mais ce qui a pesé le plus, c'est probablement le fait que les députés ont pris conscience de l'urgence de la question de la citoyenneté dans notre pays. C'est une question centrale pour nous, pour la paix dans notre pays, pour la démocratie, mais aussi pour les libertés et le principe de responsabilité. Je profite tout à fait de cette occasion pour bien sûr saluer ce courage et cette disponibilité des députés. Le gouvernement a estimé, après un constat qui est un constat sans faille, du fait que notre pays souffre d'un manque absolu de culture citoyenne qui engage la responsabilité de tout le monde, de la société, des partis politiques, de l'État, mais aussi des citoyens. Il nous a semblé absolument indispensable au niveau du gouvernement d'engager ce projet de loi pour commencer la bataille pour qu'en Guinée émerge ce que nous avons appelé devant les députés le citoyen guinéen. On le cherche,
On ne le trouve pas. Il faut qu'il émerge si nous voulons construire une société de paix, une société dans laquelle chacun pourrait assumer sa responsabilité et vis-à-vis de la société et vis-à-vis de l'État. Justement, ce citoyen guinéen, comment vous le présentez? Mais écoutez, aujourd'hui, il est difficile de le présenter. On ne peut que le présenter en termes de perspective. Sur le présent, il n'existe pas. Il suffit de constater comment fonctionne notre société. Prenons le cas des différents acteurs. L'État fait semblant de gouverner un peuple uni qui n'est pas uni, qui est divisé ethniquement, communautairement, régionalement, linguistiquement et parfois même, hélas, religieusement. Ce faux semblant doit cesser, l'État doit assumer sa responsabilité en termes de création d'environnement favorable à l'émergence d'une culture individuelle responsable qui s'appelle la citoyenneté. Les partis politiques font semblant d'avoir que des militants. Ils n'ont que des militants, ils n'ont pas de citoyens. Ils ont ethnicisé leurs militants, ils ont segmenté l'esprit de leurs militants. On les monte les uns contre les autres, on détruit les bases de notre paix sociale. Là aussi, il faut que les partis politiques assument leurs responsabilités. Il y a aussi les citoyens qui font semblant, à chaque fois les Guinéens ne sont jamais responsables de rien. On demande à un Guinéen, on lui dit on a été manipulé. Mais je dis aux Guinéens, on ne peut être manipulé qu'une fois. La deuxième fois, c'est une complicité. Il faut donc que chacun des acteurs assume cette responsabilité et que nous travaillons pour l'émergence de ce citoyen guinéen. C'est un acteur essentiel du système démocratique. Il n'y a pas de démocratie sans citoyen, il n'y a pas de paix sociale sans citoyen, puisque si chacun d'entre nous fait de l'espace public le lieu d'expression de son identité particulière, on détruit la notion même d'espace public. Je voudrais donc dire aux Guinéens, il faut qu'on assume notre responsabilité, à commencer par les familles jusqu'au niveau de l'État, en passant par la société civile et les partis politiques, parce que sinon, nous sommes en train de détruire les bases de notre communion nationale et Dieu seul sait qu'on en a tant besoin. Monsieur le ministre, lors de votre passage à l'Assemblée nationale, vous avez parlé d'intelligence et de cœur, justement pour développer une nation. Qu'est-ce que vous voulez dire clairement? Tout à fait. Je pense que dans l'histoire des nations, il a toujours fallu deux éléments pour construire une nation. De l'intelligence et du cœur. Les deux manquent en Guinée. De l'intelligence, nous en avons, mais nous ne nous en servons pas. Si, on s'en sert, mais pour faire du mal aux autres. Du cœur aussi. Il nous faut du cœur parce que pour vivre avec des gens, il faut les aimer. Il faut qu'on s'aime. Et en Guinée, on ne s'aime pas. On passe son temps à détruire l'altérité, l'autre. Nous avons donc besoin de travailler sur ces deux bases. Si nous avons de l'intelligence, je dis à chaque Guinéen, à chaque acteur public, politique, parti politique, société civile, individu, nos intelligences, on doit s'en servir pour du bien. Faire du bien, ça veut dire quoi? Agir pour faciliter notre vivre ensemble, agir pour faciliter la construction de la nation guinéenne, parce qu'il faut dire cette évidence aux Guinéens. Avec cette allure du communautarisme, de l'ethnostratégie, de l'ethnomanipulation, notre pays ne s'en sortira jamais. Je défie quiconque de donner un exemple dans l'histoire de l'humanité où les gens ont réussi à construire une société prospère, libre, démocratique, dans la division, la haine, la violence, la stigmatisation, le rejet de l'autre et le manque de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité en Guinée. Je le disais aux députés. Généralement en Guinée, quand quelque chose se passe, personne n'est responsable. Tout le monde est victime. Nous cherchons quelque chose, on a le pied dessus. Et nous faisons semblant de le chercher, puisqu'on sait très bien que chacun d'entre nous a posé un acte qui empêche l'émergence de ce que nous cherchons. Alors nous avons estimé qu'avec ce projet de loi, chaque année désormais en Guinée, du 1er novembre au 7 novembre, l'ensemble de la communauté nationale sera en communion pour parler de cette idée magnifique, de cette invention formidable qui est la culture citoyenne, c'est-à-dire vous et moi, que nous puissions vivre ensemble. Je respecte votre singularité, vous respectez la mienne, mais on partage quelque chose en commun, c'est ce que le droit, nos lois nationales, notre constitution nous attribue comme droit et comme liberté. Justement, dans cet esprit, vous parlez de semaine de la solidarité, vous avez plaidé pour cela. Quels sont les enjeux? Les enjeux, c'est l'existence même de la nation guinéenne. Nous sommes face à un défi considérable. Nous voulons un système démocratique. Un des acteurs essentiels de ce système démocratique, c'est le citoyen. Et en Guinée, ce citoyen n'existe pas. Prenez un exemple. Prenez la circulation. Les gens font ce qu'ils veulent.
on n'a pas le souci de l'autre, de ses gènes, on n'a pas le souci du bien public, on n'a pas le souci du droit. Et d'ailleurs, parfois, on le fait sous le regard complice des agents de sécurité. On fait ce qu'on veut en Guinée, sans sanction, sans responsabilité morale, sans responsabilité sociale. Nous sommes en train de détruire les bases de la société politique. Si nous voulons le système démocratique, avec ses droits, ses libertés, ses responsabilités, ses obligations, il faut créer l'agent central de ce système démocratique, c'est le citoyen. Donc avec cette semaine, nous allons travailler chaque année pour faire en sorte que les Guinéens commencent à apprendre qu'est-ce que c'est qu'être citoyen, quels sont les avantages de la citoyenneté, mais aussi quelles sont les contraintes de l'esprit citoyen, parce que quand je suis citoyen, je dois quelque chose à l'État. Je dois respecter le bien public, l'espace public. Je dois aussi vous respecter, vous, parce que je ne suis pas tout seul. Je dois respecter mon voisin. Je dois respecter la société, ne pas choquer la société. Ce travail, c'est pour ça que nous avons voulu que ce soit de cette nature, c'est un travail collectif. La citoyenneté ne se crée pas, ne se décrète pas. Pour être citoyen, vous acquérez la culture citoyenne dans la pratique. C'est pour cela que nous pensons qu'avec cette semaine qui se passera sur l'ensemble du territoire national et dans nos représentations diplomatiques, nous allons faire en sorte que l'esprit citoyen soit quelque chose de classique dans notre pays et faire en sorte que les Guinéens, quelles que soient leurs différences, puissent vivre ensemble dans la fraternité et dans le respect des uns et des autres. Message transmis. Merci. Monsieur Khalifa Gassama Diaby, je rappelle que vous êtes ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale. Merci d'être passé sur ce plateau. Nous retournons à l'Assemblée nationale où la session des lois a été clôturée. Je vous l'annonçais tout à l'heure. Abdoulaye Diallo revient sur les résultats de 3 mois de travaux. Suivez. Pendant cette session ordinaire, 47 textes, dont 44 projets et 3 propositions de loi ont été enregistrés par le secrétariat général de l'Assemblée nationale. Parmi ces 47 textes enregistrés, 4 ont été retirés par le gouvernement, 11 n'ont pas été programmés et 2 ont été mis en instance. S'agissant du protocole de mise en œuvre de l'aide financière entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République de Turquie, relatif à un don financier à l'armée guinéenne pour renforcer davantage la coopération militaire entre les deux pays, il n'a pas été programmé. Tout simplement parce que c'est un contrat en la forme simplifiée, dans la mesure où il porte sur une aide financière non remboursable, qui n'engage donc pas, et pas du tout alors, les finances de l'État, et ne peut par conséquent pas faire l'objet de ratification. Un résultat satisfaisant est obtenu pendant cette session ordinaire, indiquent les honorables députés. Toute chose qui a encore donné de la crédibilité à l'institution législative guinéenne. Nous avons une session, on aurait pu mieux faire. Nous avons perdu beaucoup de temps, presque 45 jours que nous avons perdu, on n'a pas travaillé. Néanmoins, nous avons pu trouver des fois des solutions palliatives, par exemple pour l'étude du code pénal qui était assez volumineux et le code de procédure pénale. Donc ce qui nous a permis évidemment aujourd'hui d'aboutir à cette conclusion. Mais comme vous le savez, il est difficile de trouver un code où tout le monde trouve sa satisfaction à 100%. Maintenant, il y a le code des assurances aussi qui a vu le jour, qui est une très bonne chose. Bon, mais malheureusement, on n'a pas pu voir le code civil et il y a bien d'autres choses. Et ce qui est le plus regrettable, c'est le fait que les propositions de loi de l'opposition n'ont pas été examinées. Elles ont été toutes écartées. Même si nous avons eu des textes en retard, nous avons pu assumer nos responsabilités en adoptant des textes fondamentaux. Et il reste des textes aussi importants que le code civil et le code de procédure civile qui vont être examinés très bientôt. Le code civil n'a pas pu être examiné maintenant, mais ce sera pour les prochaines sessions. Donc c'est dire que l'Assemblée est en train, vraiment l'opposition même l'a reconnu, pour dire que le président est en train aujourd'hui de fonctionner comme un véritable président, reconnaissant les mêmes droits et demandant les mêmes devoirs
à tous les députés, toute obédience politique confondue. Dans son allocution, le représentant du chef de l'État salue le sens patriotique qui a caractérisé les débats durant les différentes rencontres. Des rencontres qui ont permis à cette législature de se tailler une place de choix dans le processus démocratique de notre pays. Et puis cette question qui revient souvent depuis quelques jours dans les discussions, c'est quand la fête de Ramadan, mardi ou mercredi, aucune date n'est encore officielle, mais au secrétariat des affaires religieuses, on tente de lever l'équivoque sur la base de principes islamiques, comme le témoigne ce reportage signé Habib Jam. Le jeûne du Ramadan, nombreux sont ceux qui ne l'ont pas entamé le même jour. En Guinée, comme chaque année, cette divergence aura encore ses répercussions sur la prochaine fête. Les citoyens ont du mal à s'accorder sur le jour J. Ce que nous avons entendu, parmi les rumeurs, beaucoup ont dit que c'est demain. Pourquoi? Parce que l'année passée, on s'est jeûné 30 jours. Dans cette année-là, donc, nous, on doit jeûner 29 jours. C'est pour cela que moi aussi, je crois que c'est demain. Selon moi, personnellement, c'est mercredi. Pourquoi? Parce que la compte qu'on doit jeûner les 30 jours, non? Moi, j'ai calculé selon moi, mon calcul personnel, c'est ça. Face à cette polémique incompréhensible pour certains, la plupart ont préféré jouer les intelligents. Leur choix, se conformer, tout simplement. Si les magasins sont priés demain, on va prier. S'ils sont priés après-demain, on va prier ça. On ne dit pas directement à demain ou bien après-demain. Une position que soutient le secrétariat général aux affaires religieuses. Jouant la méfiance, l'institution entend parer au pressé. Cette panique-là est venue lorsque nous ignorons les instructions du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui a dit « Jeûnez si vous observez la ligne de mois de Shaban. Et aussi, il faut couper le jeûne si vous observez la ligne le 29e jour du mois du Ramadan. Et si vous n'arrivez pas à observer la ligne, il faut compléter 29 Shaban et 29 du Ramadan à 30. Et aujourd'hui, nous sommes dans le 29e jour. Nous devons d'abord chercher et observer la ligne avant que l'autorité puisse se prononcer. Ce qui est loin d'arrêter les agitations au centre-ville de Kaloum, comme dans les quartiers. Même atmosphère presque dans tout le pays. Je l'apprends au même moment que vous, la fête de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du Ramadan sera célébrée en Guinée ce mercredi. L'annonce est faite par le secrétariat général des affaires religieuses. Suivez. Musulmanes et musulmanes de Guinée, chers frères et sœurs en islam, chers compatriotes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, au nom de son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République, de vous annoncer que sur tout le territoire de la République de Guinée, le mercredi 6 juillet 2016, nous allons, dans l'unité de notre Ummah islamique, célébrer l'Aïd al-Fitr, la fête du Ramadan, qui marque la fin du jeûne musulman. J'invite tous les imams en particulier, la communauté musulmane en général, à s'inscrire dans cette dynamique de l'unité en islam et de la concorde de la nation guinéenne. Je vous remercie. La fête du Ramadan sera également célébrée le mercredi 6 juillet en France. L'annonce a été faite par le Conseil français du culte musulman et rapportée par l'AFP. Cette annonce a été faite à l'issue d'une courte et symbolique cérémonie de Nuit du Doute à la Grande Mosquée de Paris. Les musulmans observent depuis ce matin le moud ou la zakat, un geste de générosité de haute portée religieuse. Beaucoup l'ont fait aujourd'hui, d'autres le feront le jour de la fête avant la prière. Pourquoi cette aumône? Élément de réponse dans ce reportage de Fatima Diallo. Le mois de Ramadan tire à sa fin. Mais avant, les musulmans ont encore à accomplir une dernière obligation avant la grande prière, la zakat al-fitr. L'aumône purificatrice, elle est destinée aux pauvres ou aux nécessiteux, une manière de les épargner de la mendicité le jour de la fête de Ramadan.
appelée Moudo, Moudi ou Moudé en Guinée, elle est donnée en nourriture de base du pays. La zakat pour une personne est estimée à 2,5 kg. C'est une aumône qui est semi-obligatoire. Semi-obligatoire parce qu'il s'agit ici d'une sunna confirmée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une sunna confirmée, c'est une sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait à chaque fois que l'opportunité ou l'occasion se présentait. Donc il le faisait périodiquement, chaque année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la fin du mois de Ramadan, à partir du 28e jour, et jusqu'avant la prière de la fête, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire entre le 28e jour et le premier ou la prière de la fête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enlevait ce qu'on appelait zakat al-fitr, savoir l'aumône de la rupture. Toute personne qui est sous notre responsabilité doit être aussi, c'est-à-dire on doit enlever la zakat al-fitr pour lui. Et quand on dit responsabilité, c'est-à-dire toute personne que nous dépensons, une personne qui est sous notre toit et que nous dépensons, cette personne est concernée par notre zakat. Selon les érudits, le moud sert à purifier le jeûne du fidèle de toutes les fautes commises durant le mois saint. Le sens de la zakat al-fitr est de prouver à Dieu subhanahu wa ta'ala que le mois de Ramadan, la leçon du mois de Ramadan est bien comprise. Parce que le mois de Ramadan nous apprend à être généreux. La zakat al-fitr, citée plusieurs fois dans les hadiths, est bien différente de la zakat el-mal. Autrement dit, la zakat annuelle prélevée sur la richesse de l'individu. Le moud est à offrir avant la grande prière de la fête. Pour être complet sur ce sujet, j'ajoute que la valeur monétaire du zakat au moud est estimée à 10 500 francs par personne selon les religions. Tout de suite, une campagne de charité de l'Agence des musulmans d'Afrique. L'organisation offre 700 sacs de riz aux musulmans de la localité. Images et témoignages dans ce reportage de Mamadi Gassama. Cette quantité de riz en débarquement au port de Boulbini est destinée aux habitants des îles de Los, en particulier les personnes nécessiteuses. La veuve Makamara est l'une d'entre elles. Mère de 5 enfants, elle fait partie de la vague des premières personnes servies. Nous étions vraiment dans le besoin ces jours-ci. Je remercie les donateurs pour ce geste de charité. Cette action de charité de l'Agence des musulmans d'Afrique est le dernier du genre au compte du Ramadan 2016. L'opération de distribution va toucher tous les secteurs relevant de la sous-préfecture de Kassa. Il y a du riz, il y a des tomates, il y a le lait, il y a l'huile et le cube magique. Ce don d'une valeur de 300 millions de francs guinéens va contribuer à conforter le panier de la ménagère en cette période où les fidèles musulmans s'apprêtent à célébrer la fête de Ramadan. Je vous emmène cette fois dans un village guinéen qui s'illustre dans le domaine de la générosité, surtout pendant le Ramadan, mois de pénitence, mais aussi de solidarité et de partage. Les voyageurs l'ont même baptisé Ariana Silimbing. Pourquoi? C'est ce que nous explique Kamara Boubacar dans ce reportage exclusif de la télévision nationale. Suivez. Entre ces collines escarpées de Mambia, un village généreux. Avec sa mosquée perchée, le village est bien connu des usagers de la nationale Conakry-Kindia. Pendant le Ramadan, c'est le point d'arrêt privilégié des chauffeurs au crépuscule. Ici, le voyageur a le même droit que l'autochtone. Le manger est partagé. Le doyen Soriba Kamara est le dernier de ceux qui ont permis à ce village de marquer les esprits. Au début, nous nous réunissions chez le doyen du village. Après la mort de celui-ci, nous nous sommes tournés vers un deuxième. Ensuite, nous avons décidé de nous rendre à la mosquée afin de partager notre manger avec les étrangers. C'est eux qui ont surnommé le village Ariana Silimbi. Baptisé en Soussou le paradis, le village de Silimbi entretient sa réputation. Les hommes et les femmes mariés ont obligation d'apporter leur repas du soir à la mosquée. La mosquée est le seul point de rupture du jeûne du village. Lieu de spiritualité, la mosquée de Silimbi est aussi un cadre de solidarité élargi. Pendant tout le Ramadan, nous préparons et mangeons avec tout le monde.
C'est ce que nous aimons. Images. Toutes nos excuses. À l'appel du muezzin, la population de Siringbi grossit davantage. À la centaine d'habitants s'ajoutent près d'une cinquantaine de voyageurs qui, dans l'hospitalité africaine, prennent place auprès des autochtones pour rompre le jeûne. Toutes nos excuses pour ces erreurs techniques liées à la réalisation. Des images similaires à Conakry avec les anciens étudiants et stagiaires guinéens du Maroc, mais aussi de la communauté malienne en Guinée. Les deux structures organisent chaque mois de Ramadan des cérémonies de rupture collective du jeûne. Le point avec Thierry Ousmane Diallo. Ils ont tous en commun le fait d'avoir suivi une partie de leur formation au royaume chérifien. Le Ramadan est pour eux l'occasion de renforcer les liens qui les unissent et magnifier l'excellence des relations entre la Guinée et le Maroc. Présents à différents niveaux dans l'administration publique et privée, ils symbolisent la réussite de la coopération bilatérale entre la Guinée et le Maroc dans le domaine de l'éducation en particulier. Organiser annuellement une rupture collective du genre est devenu pour ces membres de la SEGIM une tradition, un moment de partage, empreint de convivialité. Cette année particulièrement, il y a eu d'abord assez d'engouement. Il y a aussi eu des hautes personnalités parce que nous avons eu la chance dans notre association. Le président de la République nous a confié trois postes ministériels qui nous ont valu vraiment. Et c'est parti droit, il fallait que tout ce monde soit ici pour honorer de notre présence et montrer aussi la joie de ces différentes nominations qui sont faites au profit des membres de notre association. On peut dire que c'est un aboutissement d'un certain nombre d'efforts qui ont été fournis et qui nous ont permis aujourd'hui d'être là. C'est la preuve comme quoi on peut bien, si on le veut, se former en Afrique et arriver là où on souhaiterait à force de fournir de l'effort, bien sûr. Ici, c'est la communauté malienne qui prie pour la paix au Mali et le renforcement des liens d'amitié entre la Guinée et leur patrie. Cérémonie de prière, suivie aussi d'une rupture collective et de remise de dons aux sages de la communauté. Parce que c'est des prières qu'on va faire pour les deux pays. Notre pays d'origine, pour le retour de la paix, et le pays d'accueil pour que la paix qu'il y a en Guinée perdure et soit un exemple pour l'Afrique. On l'a toujours dit, on ne cesse jamais de répéter. Le Mali et la Guinée sont les deux poumons du même corps. Ils sont liés par un accord d'établissement qui dit clairement les Maliens établis en Guinée jouissent des mêmes droits et avantages, y compris les droits d'intégration à la fonction publique et vice-versa. Au-delà de ça, les deux peuples sont unis par l'histoire, la géographie et la culture. Donc une réelle parenté qui a facilité l'intégration. Je suis en mesure de vous dire que les Maliens se sentent très à l'aise en Guinée. Moment de pénitence et d'adoration, le mois de Ramadan se caractérise aussi par le partage. Les ruptures collectives, très encouragées durant le mois béni, sont source de raffermissement des liens sociaux, selon les islamologues. Et puis ce geste de solidarité de BCEP à l'orphelinat Le Bon Samaritain, la société apporte un lot important de vivres à ce centre d'accueil et d'éducation des orphelins. L'initiative vise à aider l'orphelinat à mieux fonctionner. Marie-Angélique Bangoura. La société BICEP fait une visite de courtoisie à l'orphelinat Le Bon Samaritain de Bambeto. Cette intention est accompagnée par un geste humanitaire, celui d'un don composé de fournitures scolaires, des sacs de riz, des vêtements et des jeux pour enfants. Cette action fait partie de nos responsabilités sociétales. Notre objectif, c'était de venir en aide à ce couple-là qui ont décidé de donner une partie de leur vie à aider ces jeunes-là qui seraient en fait dans la rue, mais les ramener, leur donner une éducation pour qu'ils soient demain des hommes qui vont certainement contribuer au développement de la Guinée. Au Bon Samaritain, 35 orphelins sont pris en charge, vêtus, logés, scolarisés par le couple Tenkiano. Depuis 1996, le nombre d'orphelins ne cesse d'accroître
et l'orphelinat est confronté de plus en plus à quelques difficultés. Ce don de la société BICEP est un soulagement pour les orphelins. Une joie immense, une joie immense, une joie inouïe. Parce que Dieu seul sait combien nous avons besoin de ces dons, cette nourriture pour les enfants. Parce que quand la nourriture manque, c'est vraiment un problème casse-tête pour nous les encadreurs. Quand une société s'investit dans l'humanitaire, ça veut dire qu'elle prête attention aux tout petits, aux déshérités, les enfants. Ce geste humanitaire interpelle les bonnes volontés à emboîter le pas à la société BICEP pour venir au secours des vulnérables. Je vous l'annonçais en titre, on termine avec l'ambiance dans les salons de coiffure. Ils sont bien agités en ce moment, c'est courant, à la veille des fêtes. À quelques jours de la célébration de la fin du Ramadan, plusieurs salons de beauté sont envahis. Notre reporter Mariam Chérif a fait le tour de certains salons. Les images sont commentées par Fatima Diallo. Contrairement aux autres lundis, considérés comme jour de repos pour ces coiffeuses, ce lundi, l'emploi du temps est hyper chargé dans les salons de coiffure. Le tissage, les tresses, les boucles, le défrisage et toutes sortes de parures sur la tête des clientes. C'est la fête de Ramadan qui se prépare. Ces filles et dames ne laissent passer aucun détail. L'objectif recherché, la beauté. Je suis venue ici pour me rendre belle. J'attends mon tour. Il y a beaucoup de clients ici, donc j'attends patiemment pour me rendre belle. Je souhaite bonne fête à tous les musulmans. Moi, je suis venue au salon pour me faire coiffer, puisque c'est la fête. Mais comme il y a beaucoup de clientes, je préfère qu'on me fasse une perruque. Je suis venue pour me tresser pour la fête. Avec ce rythme, les salons de coiffure pourront encaisser plus de revenus. En tout cas, le business recommence après un temps de repos. Aujourd'hui, on travaille parce que c'est l'approche de la fête. Il y a beaucoup de clients, mais vraiment, on fait tout le moyen pour satisfaire nos clients, pour ne pas qu'ils soient découragés. Pendant le Ramadan, il n'y avait pas beaucoup de clients. Mais comme c'est l'approche de la fête, nous sommes débordés. Même ceux qui quittent plus loin viennent se coiffer ici. Dans les ménages, les parents sont occupés à se montrer courtois envers leur famille. Les adultes, tout comme les enfants, chacun tient à se rendre belle. C'était plutôt un reportage signé Mariam Chérif, Marie-Angélique Bangoura. On termine avec ce communiqué du ministère de la Santé qui révèle que près de 60% des agents de santé de la fonction publique se trouvent à Conakry. Pour corriger cette situation, le ministre, à travers donc ce communiqué, prend les mesures suivantes. Il est institué une commission d'affectation au niveau du cabinet du ministère de la Santé. Les affectations ne seront faites désormais que 2 fois dans l'année dans le but de contrôler la mobilité du personnel. Il est mis un moratoire d'affectation vers la ville de Conakry, les préfectures de Dubrika et Koya. Il est institué un système de contrôle mensuel de la présence effective du personnel au poste de travail. À cet effet, toute absence prolongée injustifiée conduira au déclenchement d'une procédure de radiation et de remplacement par d'autres agents disposés à rendre service à la population. Le ministre de la Santé, Dr Abdourahmane Diallo. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Dalaba, à Anvers et partout en Belgique. Bonsoir. La marque TCL, leader mondial de la climatisation, arrive en Guinée